Bienvenue à notre exploration du jour. On va plonger dans des idées autour du sentier vers le bonheur. L'objectif, c'est un peu de décortiquer ce concept, le bonheur, qui est souvent si insaisissable, essayer d'en tirer des choses claires, applicables, voir ce que ça implique vraiment, peut-être au-delà des idées reçues. Oui, c'est une excellente approche. Parce que, en fait, les sources, notamment en psychologie positive, elles convergent sur un point. Le bonheur, ce n'est pas vraiment une destination fixe qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Ah, donc pas un but final. Non, plutôt un cheminement, un processus continu. C'est assez dynamique. On identifie souvent, disons, trois grands piliers. D'accord. Il y a d'abord le plaisir, les joies assez immédiates, parfois éphémères. Ensuite, il y a l'engagement. C'est quand on est complètement absorbé par une activité. Cet état de flow dont on parle parfois. Le flow, oui. Et le troisième pilier, c'est le sens, le fait de sentir qu'on contribue à quelque chose de plus grand que soi, qui a de l'importance. Plaisir, engagement, sens. C'est intéressant comme triptyque. Ça donne une vision plus riche que juste être content. Tout à fait, c'est multidimensionnel. Et j'imagine que c'est très subjectif aussi, ça doit varier énormément d'une personne à l'autre. Ah oui, complètement. La perception du bonheur, elle est très personnelle. Elle est influencée par notre culture, par exemple. L'Occident va souvent valoriser l'accomplissement individuel, tandis que certaines cultures orientales mettent plus l'accent sur l'harmonie collective. Et nos valeurs propres, j'imagine. Exactement. Nos valeurs personnelles jouent un rôle énorme. Ce qui fait que la première étape, elle est presque incontournable, c'est de définir soi-même ce que le bonheur signifie pour soi. Comment on fait ça concrètement? Ça peut passer par l'introspection, tenir un journal, par exemple, ou la méditation. Des moments pour se poser et réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous. D'accord. Donc ça commence par une meilleure connaissance de soi. C'est le premier grand thème qui ressort, cette conscience de soi. C'est fondamental, oui. Comprendre ses émotions, pourquoi on ressent ce qu'on ressent, mais aussi identifier ses forces, et puis accepter ses limites. L'intelligence émotionnelle dont on entend beaucoup parler. C'est exactement ça. Cette capacité à naviguer ses propres émotions, à comprendre celles des autres aussi, c'est essentiel pour traverser les défis de la vie et puis pour garder une perspective un peu positive, même quand c'est difficile. Et dans cette connaissance de soi, il y a aussi la manière dont on se traite soi-même, non? L'autocompassion revient souvent. Ah oui, l'autocompassion, c'est un concept clé mis en avant par des chercheurs comme Christine Neff. C'est vraiment l'idée de se traiter avec bienveillance surtout dans les moments d'échec ou de difficulté. Plutôt que de tomber dans l'autocritique destructrice. Exactement. C'est reconnaître que, l'erreur, la souffrance, ça fait partie de l'expérience humaine. Ça arrive à tout le monde. L'idée, c'est d'observer ces émotions difficiles sans se laisser submerger et de se parler comme on parlerait à un ami cher qui traverse la même chose. C'est une image forte, ça. Se parler comme à un ami. Il y a même une technique proposée, s'écrire une lettre à soi-même dans ces moments-là. Oui, c'est un exercice très concret qui peut aider à cultiver cette posture bienveillante. Et ça renforce la résilience, en fait. Ça aide à se relever. Et à côté de l'autocompassion, il y a la gratitude aussi qui est souvent mentionnée. Noter ce pourquoi on est reconnaissant. Oui, les travaux de Robert Emmons, par exemple, montrent que prendre consciemment le temps régulièrement de noter les choses pour lesquelles on éprouve de la gratitude, même les petites choses du quotidien, ça augmente significativement la satisfaction de vie. Ça change le focus, en quelque sorte. C'est ça. Ça nous aide à voir l'abondance, le positif qui est déjà là, plutôt que de se focaliser uniquement sur ce qui manque ou ce qui ne va pas. D'accord. Donc, conscience de soi, intelligence émotionnelle, autocompassion, gratitude, tout ça forme un socle intérieur important. Et ensuite, comment ça se traduit vers l'extérieur? Les relations avec les autres, c'est le deuxième grand thème, non? Absolument. On est des êtres sociaux, c'est dans notre nature. Les liens humains sont une pierre angulaire du bonheur. Il y a cette fameuse étude de Harvard sur le développement adulte, qui a suivi des hommes pendant des décennies. Oui, je crois voir de laquelle il s'agit. Une de ses conclusions majeures, c'est que la qualité des relations proches, famille, amis, conjoints, prédit le bonheur et même la santé physique à long terme, bien mieux que la richesse ou le succès professionnel. La qualité, donc. Pas forcément le nombre d'amis sur les réseaux sociaux. Non, vraiment la qualité, la profondeur des liens, le sentiment de pouvoir compter sur les autres et qu'ils peuvent compter sur nous.
Et comment on cultive cette qualité? Ça demande un investissement? Oui, ça demande d'investir du temps et de l'énergie dans les relations qui comptent. Ça passe par l'écoute active, vraiment écouter pour comprendre, pas juste pour répondre. Ça passe par l'empathie, essayer de se mettre à la place de l'autre. La vulnérabilité aussi, peut-être, hein? Oser se montrer tel qu'on est? Oui, la vulnérabilité authentique, ça crée de l'intimité et renforce la confiance. Et puis, une chose simple mais puissante, savoir célébrer sincèrement les bonnes nouvelles des autres. Ça renforce énormément les liens positifs. Hmm. Et à l'inverse, ça implique aussi parfois de savoir s'éloigner de certaines relations, celles qui sont plus toxiques, disons. Oui, protéger son bien-être, ça passe aussi par poser des limites saines et parfois prendre de la distance avec les relations qui nous tirent systématiquement vers le bas ou nous épuisent. Et au-delà des relations très proches, le sentiment d'appartenir à une communauté plus large, ça joue aussi. Tout à fait. S'impliquer dans une communauté, que ce soit du bénévolat, un club sportif ou culturel, une association de quartier, ça nourrit le sentiment d'appartenance, de faire partie de quelque chose. Et ça peut aussi donner un sentiment de but. Même les interactions plus légères avec les voisins, les commerçants, ont leur importance pour le tissu social. D'accord. Connaissance de soi, lien significatif. Et le troisième pilier que vous mentionniez au début, c'était le sens, la poursuite d'un but. Oui, une vie heureuse est souvent une vie qui a une direction, un sens. Victor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, a beaucoup écrit là-dessus. Trouver un sens, une raison de vivre, même au cœur de l'adversité, c'est crucial pour la survie psychologique et le bien-être. Mais ce sens, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose, de changer le monde. Pas du tout. Ça peut être très personnel. Ça peut être lié à son travail, à sa famille, à une passion, à des valeurs qu'on cherche à incarner au quotidien. L'important, c'est que ça résonne pour nous, que ça nous donne une motivation intrinsèque, un pourquoi. Et comment on peut identifier ce qui donne du sens pour soi? On peut s'interroger sur ce qui nous procure une joie profonde, pas juste un plaisir passager. Quelles activités nous absorbent au point d'en oublier le temps? Quelles sont nos forces naturelles, nos talents? Des outils comme l'inventaire des forces de caractère VIA peuvent parfois aider à y voir plus clair. Une fois qu'on a une idée de ce but ou de ces buts, se fixer des objectifs concrets, ça aide? Oui, des objectifs clairs. Et si possible, décomposés en étapes plus petites, ça aide à maintenir la motivation et à avoir un sentiment de progrès. Ça rend le but moins abstrait, plus accessible. Et cette idée de progrès, ça rejoint un autre aspect important, la croissance personnelle. L'idée qu'on n'est pas figé, qu'on peut apprendre et s'améliorer. Exactement. C'est ce que Carol Dweck appelle l'état d'esprit de croissance, la croyance fondamentale qu'on peut développer ses capacités par l'effort, l'apprentissage, la persévérance. C'est l'opposé de l'état d'esprit fixe, où on croit que nos talents sont innés et immuables. Et cet état d'esprit de croissance, il favorise quoi? L'apprentissage? La résilience? Les deux. Il encourage à voir les défis non pas comme des menaces pour notre ego, mais comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Du coup, on est plus à même de persévérer face aux difficultés. Ce qui nous amène au dernier grand thème, la résilience et l'adaptabilité. Parce que, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, même quand on cherche le bonheur. Non, c'est clair. Le bonheur, ça ne signifie pas une vie sans épreuves, sans difficultés. C'est plutôt la capacité à naviguer ces difficultés, à rebondir après les revers. C'est ça la résilience. Et cette résilience, elle est innée ou elle s'apprend? Bonne nouvelle, elle s'apprend, elle se cultive. Ce n'est pas un trait figé. Angela Duckworth parle du grit, cette combinaison de passion et de persévérance pour des objectifs à long terme, qui est une composante clé de la résilience. Donc, persévérer, ne pas abandonner facilement. Mais comment on fait pour voir les défis comme surmontables quand on est en plein dedans? Une stratégie puissante, c'est le recadrage cognitif. C'est-à-dire changer consciemment sa perspective sur une situation difficile. Essayer de la voir sous un autre angle. Par exemple. Au lieu de voir un échec comme une preuve définitive de son incompétence, le voir comme une expérience d'apprentissage. Ou une difficulté comme un défi à relever plutôt qu'une catastrophe insurmontable. Se demander qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Ou quelle opportunité se cache peut-être ici? C'est un travail mental actif en somme. Oui. Et pour soutenir cette capacité à faire face, d'autres éléments sont cruciaux. Se construire un réseau de soutien solide, les fameuses relations dont on parlait. Prendre soin de sa santé physique, le sommeil, l'exercice, l'alimentation. Ça a un impact direct sur notre capacité à gérer le stress. Gérer son stress, justement. Il y a des techniques pour ça. Bien sûr, la méditation, de pleine conscience, les exercices de respiration, l'activité physique régulière. Trouver ce qui fonctionne pour soi est important. Et puis, plus largement, développer son adaptabilité.
accepter que le changement fait partie de la vie et apprendre à naviguer l'incertitude. D'accord, c'est beaucoup d'éléments. Si on essaie de faire une synthèse rapide de tout ça, Eh bien, le bonheur apparaît moins comme une chose unique que comme une sorte de mosaïque complexe, oui. un équilibre dynamique, un mélange donc de petits plaisirs au quotidien, d'activités dans lesquelles on s'engage vraiment et d'un sentiment de sens, de direction. Exactement. Et tout ça est soutenu, nourri par une bonne connaissance de soi, par des relations humaines solides et authentiques, par un but qui nous tire vers l'avant. Et par cette capacité à faire face aux difficultés inévitables, à être résilient et adaptable. C'est une très bonne synthèse. Ce qui en ressort surtout, c'est que c'est une démarche active, c'est intentionnel. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus par hasard en attendant sur son canapé. Ça demande de l'engagement, de l'effort conscient. Oui, et ça soulève peut-être une question intéressante pour prolonger la réflexion. Une fois qu'on a exploré toutes ces pistes, Je vous écoute. plutôt que de chercher la formule magique parfaite ou de vouloir tout changer d'un coup, quelle serait la toute petite action concrète, vraiment minuscule, inspirée par une de ces idées, qu'on pourrait essayer de mettre en pratique, peut-être dès aujourd'hui ou demain? Une petite action, ça peut être quoi? Un moment de gratitude identifié, un petit geste d'autocompassion face à une contrariété, prendre 5 minutes pour vraiment écouter un proche, faire un tout petit pas vers un objectif qui nous tient à cœur. Exactement. Quelque chose de gérable, de réaliste, pour commencer à cultiver activement son propre bien-être, pas à pas. Une belle invitation à l'action pour conclure notre exploration. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like and share with your friends.